Je ne suis pas un intellectuel, donneur de leçons, perdu dans ses idées déconnectées de la réalité. Non, je suis médecin au contact de l'humain, et cela me permet d'écrire ce livre, Bulle d'amour, un livre de chroniques amoureuses qui oppose l'amour à la matérialité de la vie, dans le quotidien intime de l'homme et de la femme. Un quotidien malmené, voire martyrisé, par le contexte sociétal actuel. En est-on arrivé pour autant à la lutte des classes entre l'homme et la femme? On voit actuellement sur les réseaux sociaux l'histoire de deux jeunes enfants. Une petite fille demande à son voisin de classe « C'est quoi l'amour ?» Et le petit garçon répond « C'est quand tu me voles un morceau de chocolat et que j'en mets un tous les jours pour toi dans mon sac. » On aurait envie de dire « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » La réalité est en effet tout autre. L'amour est un très bon modèle pour étudier la relation humaine et sa dégradation actuelle. Alors que nous sommes toujours les mêmes hommes et les mêmes femmes depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, notre comportement humain, lui, a beaucoup changé en très peu de temps, et en particulier notre idée de l'amour. Où est passé l'amour? Pourquoi notre comportement en amour a-t-il changé? À quoi sert l'amour? La science peut-elle remplacer l'amour? Ce sont autant de questions que l'on peut se poser aujourd'hui, alors qu'on s'apprête à copier notre inconscient sur un disque dur. La première question, où est passé l'amour? Je suis gynécologue et je recevais, voici 30 ans, des jeunes filles de 18 ans, accompagnées de leur maman en vue d'une contraception éventuelle. Après quelques questions, je m'apercevais que leur priorité était de réussir une histoire d'amour. Aujourd'hui, les mêmes jeunes filles de 18 ans viennent seules pour faire leur frottis et dépister les maladies sexuellement transmissibles. Leur priorité est en fait de réussir leur vie sexuelle. De quoi pensez-vous qu'elles parleront avec leurs copines dans les bars à tapas du vendredi soir? Des états d'âme à l'eau de rose que leur grand-mère partageait du temps de Chantal Goya? Ou de leurs orgasmes de la semaine, comptabilisés dans leur logiciel et comparés à ceux de leurs copines? Alors, que s'est-il passé en 30 ans pour expliquer notre changement d'idéal amoureux? L'homme n'est plus le point charmant, c'est évident. On a mis l'amour en boîte aux normes McDo pour le vendre au plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle l'amour de consommation. La femme ne croit plus en l'homme et l'homme ne croit plus en la femme. Notre comportement en amour a changé du fait du système économique de notre société. Alors, on peut s'attarder sur l'invention du concept de consommation. Tout est compensé aux États-Unis, voici 100 ans. De multiples populations hétéroclites arrivaient des quatre coins du monde, avec des cultures, des langues et des identités différentes. Comment contrôler et homogénéiser ces populations quand on voit combien il est difficile de le faire dans nos pays aujourd'hui? Eh bien, les Américains eurent le génie d'inventer le concept de la consommation pour homogénéiser leur population. Il fallait fabriquer des consommateurs. Travailler, consommer et accumuler des biens matériels, et vous serez reconnu dans la société, vous serez libre et vivrez en démocratie. Le rêve américain a très bien marché aux États-Unis. Quand je demande d'ailleurs à des amis de Miami comment se passe une relation homme-femme chez eux, voici ce qu'ils me disent. Tu attends qu'on te téléphone, tu vas recevoir un message. Oh, ce n'est pas une lettre d'amour. D'ailleurs, je défie quiconque de savoir écrire une lettre d'amour aujourd'hui. C'est un texte bref, presque un ordre, sur un SMS, un email,
ou un réseau social. Voulez-vous passer la soirée avec moi? Alors tu l'invites à dîner et à prendre un verre, puis à passer un moment à jouer ensemble. Et puis vous vous quittez selon le mode américain. Je prends, je consomme, je jette. C'est l'amour sexuel de consommation. On demandait à un vieux couple comment il avait fait pour tenir 65 ans ensemble. La femme répondait qu'elle était née à une époque où quand quelque chose était cassé, on le réparait, mais on ne le jetait pas. Certaines femmes pensent qu'à l'époque, la femme était asservie par l'homme et ne pouvait pas faire autrement. D'autres femmes pensent qu'elles ont toujours été historiquement des Amazones. Toujours est-il qu'aujourd'hui la femme se comporte comme un homme et qu'elle a perdu en revanche son besoin d'amour exclusif qu'elle revendiquait jusqu'alors. La deuxième question, pourquoi notre comportement en amour a-t-il changé? Il fut un temps où l'homme draguait la femme et la femme aimait ça. On recherchait le coup de foudre au premier regard, une boule de feu qu'on a en soi et qu'on ne maîtrise pas, un amour éternel, à la vie, à la mort. L'homme sentait bon l'aventurier romantique et le sable chaud. Il véhiculait une image de courage, de protection et d'esprit d'entreprise. Il est vrai qu'il sortait de la guerre qu'il ne connaît plus depuis 70 ans. De plus, il apportait la sécurité matérielle, alors qu'à l'époque, la femme ne travaillait pas. La femme, de son côté, a beaucoup évolué depuis 50 ans. Grâce à la pilule et l'avortement, elle se libéra de ses grossesses et eut du temps de libre et se mit à travailler. Son ascension sociale fut fulgurante, malgré ses et grâce surtout à ses qualités indéniables, mais aussi grâce au fait qu'elle représente 80% de la consommation. Et là, il faut préciser que ce n'est pas la femme qui a misé sur la consommation, mais c'est la consommation qui a misé sur elle et qu'elle a fait de jackpot, en la plaçant au sommet de la pyramide sociale. La femme actuelle est autonome. Elle n'a plus besoin de l'homme pour vivre matériellement. L'homme a perdu totalement son rôle de prince protecteur. Cette différence de comportement en amour va plus loin encore dans la façon de désirer un enfant. Et on le voit très bien dans notre expérience au sein de notre centre de fécondation in vitro de la clinique Saint-Georges à Nice, que nous avons créé en 1984. La première étape, c'était il y a 30 ans, au début de la fécondation in vitro. On sentait bien que le désir d'enfant était la concrétisation d'une histoire d'amour, et que c'était alors les meilleures conditions d'équilibre affectif et éducatif pour l'enfant et l'épanouissement de son intelligence. C'était un enfant d'amour, en fait, l'image la plus noble de l'amour. La deuxième vague fut pour le couple désirant un enfant à tout prix pour valider leur histoire de couple, même s'ils devaient se séparer peu après. Mais j'insiste sur le risque de l'enfant instrumentalisé pour résoudre des problèmes personnels. L'épanouissement de l'intelligence de l'enfant est en jeu car le père n'est souvent plus là. La troisième étape pour la femme est de faire son enfant toute seule. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes consultent sans géniteur. J'en ai consulté 5 la semaine dernière, ça ne m'était encore jamais arrivé. On n'a pas besoin d'un homme pour vivre, disent-elles, mais on a besoin de votre laboratoire pour faire un enfant. Soit elles désirent une congélation d'ovocytes pour repousser à plus tard leur procréation et ainsi attendre le spermatozoïde amoureux, soit, et ce sont les plus nombreuses, elles demandent une fécondation in vitro immédiate avec du sperme de donneur. D'un certain côté, on peut comprendre ces femmes. Elles ont une programmation biologique pour faire des enfants puisqu'elles ont un utérus et des trompes. Mais attention, cependant,
à ne pas faire un enfant conforme à leur goût ou leurs ambitions. Les Chinois ont commencé à faire des bébés génétiquement modifiés pour aller dans ce sens. Attention à ne pas faire un enfant de consommation pour combler des carences existentielles. Ce serait l'image la plus vile de l'amour. La troisième question, l'amour, à quoi sert-il? Les rêves existentiels de l'homme et de la femme sont différents. Prenons l'exemple d'un couple où tout le monde a l'air heureux. Une jeune femme avec un enfant en bas âge, un mari attentionné, en salopette épluche ses légumes, donnant des pots de carottes à son enfant, et autour une maison, un jardin, des animaux, un chien. L'homme existe à travers cette femme, car sans elle, il ne pourrait rien avoir de tout ça. Par contre, la femme existe à travers son enfant, car même sans l'homme, elle pourrait avoir tout ça. Ainsi, la victoire de la femme, c'est l'enfant, alors que la victoire de l'homme, c'est la femme. Et oui, mesdames, vous êtes le rêve de l'homme, vous ne le savez pas assez. Par contre, lorsque vous vous séparez, la femme dit « je te quitte parce que tu ne me fais plus exister ». Et l'homme reprend « je te quitte parce que tu ne me fais plus rêver ». Ainsi, tout sépare l'homme de la femme. Et l'amour biologique a été inventé pour qu'il se rapproche et conçoive un enfant afin de pérenniser la race. Ainsi, l'amour sert à transmettre la vie. Mais ce n'est pas suffisant. Les parents doivent être génétiquement très différents pour donner à leur enfant une immunité maximale. Ainsi, l'amour sert aussi à transmettre des différences. Pour l'homme, l'amour se déclenche par des formes visuelles de la femme. La longueur des oreilles, la largeur de la bouche, les pommettes saillantes, le regard brillant, une poitrine généreuse, et le rapport taille-hanche à 0,72, autant de facteurs de fertilité de la femme. Mais une fois la passion émoussée, l'amour peut dépendre de facteurs psychoaffectifs et sensuels divers. C'est l'envie de faire l'amour avec quelqu'un ressemblant à une personne qui vous aurait fait du bien dans votre première enfance, votre mère ou votre sœur par exemple. D'autant que cette image est synonyme d'interdit naturel et moral, et que vous êtes attiré par vos interdits. Pour la femme, l'amour biologique se déclenche différemment, par un regard de l'homme et son odeur de testostérone, garante de force et de courage. Mais comme pour l'homme, elle est sensible à des images diverses de l'enfance, telles que celles du père ou du frère, aussi sensuelles qu'interdites, et qu'elle assimile à leur relation. En fait, un ensemble de caractéristiques pour faire un bon père, un protecteur de la famille. Tout cela est remis en question aujourd'hui, puisque l'homme n'assume pas, et que la femme se débrouille toute seule. Elle n'a plus besoin d'un chevalier, elle est elle-même son propre chevalier. Et c'est vrai que l'homme déraille. Il n'est plus le prince charmant, ni le prince protecteur, ni le prince géniteur. Il est plutôt passif et indifférent, perdu dans le monde virtuel. Il ne s'engage pas, la femme ne peut pas compter sur lui. Ou alors il fait de la musculation, du marathon ou du vélo, perdu dans son narcissisme et ses poupées japonaises. Alors que fait la femme le vendredi soir pour gérer sa solitude du week-end et ses envies sensuelles? Soit elle fait du sport à outrance avec des coachs dans les salles, soit elle se précipite sur les sites de rencontres, les réseaux sociaux, Internet ou les SMS. En somme, la femme ne désire plus être draguée par l'homme, et même ne le supporte plus puisque l'effronté ne peut même pas lui payer un café dans la rue, sous peine d'être dénoncé dans le site Balance ton port. Au total, tout cela ne marche pas très bien entre l'homme et la femme. Ils sont de plus en plus isolés,
et partagent de moins en moins d'amour. Il n'y a pourtant que l'amour qui permette leur complémentarité. Le constat est qu'il y a 50% de célibataires autodéclarés à Paris et 58% des gens font des enfants hors mariage en France contre 2% au Japon. Cela veut dire qu'ils ne s'engagent même pas pour faire un enfant qui nécessite 20 ans d'éducation. La quatrième question, la science va-t-elle remplacer l'amour ? C'est la question la plus intéressante et la plus angoissante. On ne peut pas parler d'amour sans parler du rôle de la science. Si l'amour est chargé de transmettre la vie, la science le peut aussi. Tout d'abord, les ordinateurs sélectionnent nos ressemblances pour organiser nos rencontres, alors que les rencontres naturelles sélectionnent nos différences. Et cela nous concerne tous, puisque nous avons constamment le nez dans l'ordinateur. Cela n'est pas bon pour Michel Houellebecq, qui dit dans Sérotonine « Le semblable ne tombe jamais amoureux du semblable. Les différences sont indispensables pour susciter l'amour. » Au plan philosophique, la science veut supprimer le hasard pour que l'humanité survive, alors que l'humain veut continuer à surfer sur sa vague pour exister. Quand la science choisit et asservit, le hasard permet d'exister ou de rester libre. Le deuxième danger de la science est de créer des bébés génétiquement modifiés à partir de la procréation individuelle. Ce seront des enfants plus intelligents pour affronter un monde où une minorité aura du travail et une majorité aura un revenu universel. Le risque est d'homogénéiser ces enfants pour les besoins de la société future, alors que notre plus grande qualité est notre spécificité génétique naturelle, celle-là même qui a assuré notre survie jusqu'à présent. Alors en conclusion, ces chroniques amoureuses montrent le combat entre l'amour et la matérialité de notre vie. L'amour a pour lui de transmettre la vie et de transmettre nos différences. Pour cela, il a besoin de hasard qui nous permet de rester spécifiques et libres. Par contre, la science et la consommation ne veulent pas de hasard et formatent nos rencontres. Elles homogénéisent les populations, alors que les individus sont isolés, asservis et n'ont plus besoin d'amour. Tout se passera comme si la science construisait les barreaux de nos prisons sans murailles et nous faisait aimer notre détention. Huxley l'avait prédit dans Le meilleur des mondes, mais c'était il y a 80 ans. Heureusement, il y a Samgav, mon homonyme. En riant de la matérialité de notre vie dans ce livre, Bulle d'amour, il préfère le temps où l'amour absolu magnifiait l'ego de l'autre, en lui pardonnant ses fautes et ses excès. Il découvre qu'il vaut mieux ne pas compter sur l'autre pour être soi-même, mais être soi-même pour aimer l'autre.